Bonjour le Mexique, bonsoir l'Europe, bonsoir l'Amérique du Sud également. Nous sommes très contents aujourd'hui de pouvoir commencer ce merveilleux webinaire qui fait partie de notre cycle avec l'Association mexicaine d'interprètes de conférences dans le cadre de la coopération avec la Fédération internationale d'interprètes et de traducteurs de l'Amérique du Nord, FIT Amérique du Nord. Nous avons cherché pour vous le meilleur que nous pouvons avoir pour l'illustration. Nous savons que les traducteurs travaillent énormément et qu'ils élaborent beaucoup de documents et aussi maintenant, nous comme interprètes, voilà ce que nous avons. Je voudrais remercier Tania Saldivar et Lorena Del Rincon qui ont fait un grand travail pour coordonner tout ceci. Tania Saldivar et Lorena, merci énormément. Les cyberfemmes de la CIMI qui ont parvenu à matérialiser tout cela. Tania, est-ce que vous pourriez présenter le curriculum d'Elisa Caltron, notre merveilleuse oratrice que j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'écouter? Je l'ai invitée et elle a accepté. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire qui est Elisa Caltron? Oui, bien sûr. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'avoir tout ce public aussi, de vous avoir avec nous, Elisa Caltron, et merci d'avoir accepté de venir nous partager ces informations si précieuses. Elisa Caltron est née en 1983 à Barana, en Bulgarie. Et le russe et l'allemand ont été les premiers contacts qu'elle a eus avec une langue étrangère. Et 2 ans plus tard, elle a commencé avec l'allemand, et elle a étudié à l'université de Johann Gutenberg de Mayence, à la faculté de traduction linguistique et sciences de la culture à Hermannsheim, Allemagne. En 2007, elle s'est diplômée dans traduction avec la combinaison allemand, espagnol et russe. En 2010, elle a obtenu une bourse du SEKIC de la Direction générale d'interprétation de l'Union européenne pour étudier le master en interprétation de conférences à Veliko Tarnovo en Bulgarie. Et après, en 2011, elle est rentrée en Allemagne pour son doctorat et le résultat de son doctorat, de sa recherche doctorale, porte précisément sur les processus neurophysiologiques de l'interprétation simultanée, avec lesquels elle a obtenu en 2016 son diplôme comme docteur. Et elle va nous partager cette expérience et les résultats ainsi que toutes les informations qu'elle a obtenues à partir de ce travail. Bienvenue, Elisa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tania. Avant de donner la parole à Elisa, moi, je voudrais donner la parole à Lorinia pour qu'elle nous présente nos merveilleux interprètes. Ils travaillent tous pro bono. Nous devons les reconnaître. Je voudrais aussi remercier Hélène Lopez, notre assistante qui nous aide avec tout. Très bien. En cabine d'espagnol en anglais, nous vous remercions et nous avons le soutien d'Anna Cortés et Lorena de la Vega. Et à la fin, moi aussi, je serai là. Merci beaucoup. En cabine de français, donne-moi un moment parce que je ne me souviens pas de tous les noms. En cabine français, nous avons Roberto Sanchez et aussi, désolé, mais je n'avais pas la liste prête. Bon, nous pouvons le remercier à la fin parce que je ne voudrais pas me tromper avec le nom. Oui, oui, comme ça, nous pouvons commencer sur le champ. Et aussi, je voudrais remercier nos amis, les interprètes en langue de signes mexicaine. Et il s'agit aussi d'ouvrir d'autres fenêtres pour avoir un accès à toutes ces informations. Je vous rappelle que nous avons l'icône du monde en bas où vous pouvez choisir la langue de votre choix. Nous avons l'interprétation vers l'anglais, vers le portugais, vers le français et en langue de signes mexicaine. Et, et pour, si vous n'avez pas besoin de l'interprétation
langue de signes mexicaine, vous pouvez la désactiver. Et si vous n'en avez pas besoin, et maintenant, je vais désactiver ma caméra pour redonner la parole à notre oratrice Elisa. Tania, est-ce que tu pourrais lui donner la bienvenue? Elisa, la parole est à vous pour que vous nous partagiez votre sagesse. Merci pour l'invitation. Moi, je suis très nerveuse, je suis désolée, mais lorsque j'ai entendu le nombre de participants de partout dans le monde, 190, bon, je suis très contente, mais également nerveuse. Je demande maintenant aux interprètes. Bon, je m'excuse auprès d'eux si je commence à parler très vite. Vous pouvez me le faire savoir sur le chat ou me le signaler et pour que j'essaie de parler moins vite. Nous avons 230 personnes qui nous écoutent. Ah bon, d'accord, merci. Alors, cela ne va pas aider mon état nerveux, mais bon, on va voir comment je fais. Bon, merci pour la présentation, merci pour l'invitation, Sergio. Quel manque de respect pour moi de parler du sujet de ma thèse de doctorat que j'ai beaucoup aimé faire, tout comme le sujet, je vais le présenter maintenant. Et à la fin, vous pouvez me poser des questions. Je serai à votre disposition pour répondre à toutes les questions que je pourrais répondre. Comment est-ce que nous allons le faire? Oui, Tania, nous pouvons avoir la présentation sur l'écran maintenant. Oui, Hélène va s'en occuper. D'accord, merci encore une fois. Donnez-nous un moment seulement. Est-ce que vous pouvez voir la présentation sur l'écran? Ça va, Élie. D'accord, je commence. Merci beaucoup. Bon, et si vous pouvez voir le titre également de ma thèse de doctorat en neurophysiologie de l'interprétation simultanée, je vais vous présenter la procédure que j'ai suivie et quels ont été les points d'intérêt de ce travail. Deuxième diapositive, s'il vous plaît. Intérêt de recherche, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai un peu raté la séquence du diaporama. Et c'est exactement celle-là. Bonjour, merci. Alors, je vais commencer par quelques mots. Quel a été l'intérêt de recherche et d'où est issu ce sujet? Ensuite, je vais présenter les objectifs ainsi que l'hypothèse. Je voudrais vous parler de la conception et des conditions de l'étude qui ont été les participants, le corpus, les caractéristiques techniques, les méthodes d'évaluation et bien sûr, le plus important, la fin, les résultats. Alors, nous passons maintenant à la diapositive suivante. Nous demandons à tous les participants de bien vouloir désactiver leur microphone. Merci. L'intérêt est né lorsque j'étudiais à Hermesheim la licence de traduction d'interprétariat. Lors d'un cours d'interprétation, moi, j'étudiais l'interprétation de l'allemand vers l'espagnol, de l'espagnol vers l'allemand, et une de mes professeurs un jour m'a dit interpréter vers la langue B est quelque chose d'impossible. Ceci, ton cerveau ne peut pas le faire. Et
moi, je crois que j'avais 22, 23 ans. Moi, je me suis dit, on va voir, parce que je ne suis pas sûr si ceci est correct. Mais on va voir ce qui se passe dans notre cerveau, si nous pouvons observer, si nous pouvons y observer quelque chose. Et c'est de là qui est né l'intérêt. J'ai commencé avec une thèse de licence et ensuite j'ai élargi l'étude à la thèse de doctorat. Donc, c'est là l'origine de que se trouve l'origine de mon intérêt. Diapositive suivante. Très brièvement par rapport aux données, parce que tout le monde me demande toujours les données, combien de temps cela t'a pris, comment est-ce que tu l'as fait. Cela m'a pris un peu plus que la norme en Allemagne, qui est de 3 à 4 ans. Moi, ça m'a pris 5 ans. L'étude durait 3 ans, de 2012 à 2015, et la soutenance a eu lieu à la fin de l'année 2016. Merci. Au début, nous avons dû poser des questions par rapport à ce que nous voulions investiguer. Et à la fin, voilà les 5 questions que nous avons élaborées. La première, la plus importante, est-ce que c'est vraiment possible d'observer le cerveau humain lorsqu'il interprète? Je vais expliquer ce que cette question voulait dire. La deuxième question concernait le type de technique qu'on pouvait utiliser pour observer le cerveau. Et à l'époque, la langue la plus développée était la résonance magnétique nucléaire fonctionnelle, avec quoi la question était, est-ce que cette technique peut être appliquée également pour observer le cerveau de l'interprète lorsqu'il interprète? La question suivante, qui était basée sur ce que ma professeure m'avait dit à l'époque, était, y a-t-il une différence? C'est-à-dire, oui, le cerveau est activé lorsqu'il interprète, mais y a-t-il une différence entre l'interprétation et le processus de répétition d'un discours que nous connaissons comme shadowing? Parce que je ne sais pas si c'est votre cas également, mais quelques clients ou d'autres personnes bon, qui n'ont pas beaucoup à voir avec l'interprétation. Ils pensent que l'interprétation est la répétition des mots d'une langue dans une autre. Est-ce que c'est la même chose que de répéter que d'interpréter? Et c'est pour cela que nous avons dit, alors, nous allons investiguer les différences au niveau de l'activation cérébrale dans les processus de l'interprétation et dans les processus du shadowing. Et bien sûr, la question suivante a été, est-ce que nous pouvons l'observer? Est-ce que nous pouvons voir quels sont les domaines qui vont s'engager? La question suivante a été s'il y avait une différence au niveau de l'activation cérébrale entre l'interprétation de la langue A vers la langue B ou vice-versa, c'est-à-dire de la langue B vers la langue A. Merci beaucoup. Peut-on passer à la suivante? D'accord. Donc, le pas suivant a été la décision à propos de la langue A et la langue B pour faire la recherche. Lorsque nous étions en Allemagne, on a pensé que le plus facile serait de choisir la langue A, l'allemand. Et après, moi, j'ai choisi l'espagnol en tant que langue B. J'ai trouvé les discours parce que tout d'abord, je voulais faire moi-même le test pour voir si ça fonctionnait, interpréter dans les scanners. Et comme l'espagnol est ma langue de travail, c'est comme ça que j'ai décidé de l'établir en tant que langue B, cette combinaison. Finalement, c'était difficile de trouver des sujets qui avaient ces deux langues parce que en Allemagne, il y a plusieurs personnes bilingues et ce que nous voulions trouver et de trouver les principes physiologiques des personnes non bilingues, c'est-à-dire des personnes qui ont appris la langue B à partir de l'âge de 15 ans, parce qu'il y a des différentes définitions à propos de qui est une personne bilingue. Donc, nous avons choisi cette définition.
apprendre la langue à partir de l'âge de 15 ans. Donc, c'était un groupe des 12 personnes que je vais présenter un peu plus tard. Donc, la question suivante était comment faire l'expérience? Peut-on trouver des discours originaux ou simplement des enregistrements? Je voulais savoir les processus physiologiques dans des situations les plus réelles possibles. Donc, on a décidé de trouver des discours originaux, ce qui nous a donné des avantages et des problèmes. Nous avons essayé de trouver deux orateurs qui étaient similaires, les plus similaires possibles. Nous avions donc deux hommes, le président Joachim Gauck, le président d'Allemagne, et Mariano Rajoy, qui avaient plus ou moins le même âge, le même sexe. Leur apparence était un peu similaire. Vous allez le voir hein, dans les photos que nous avons prises. Et ce qui était très important est de trouver un sujet de discours similaire. Donc, nous avons trouvé des sujets de l'actualité européenne. Ce que nous avons mesuré aussi, c'était la vitesse des discours mesurée en mots par minute selon la suggérance de Pochhacker de l'Université de Vienne. La suivante, s'il vous plaît. Donc, puisque nous avons essayé de trouver des personnes avec l'allemand en tant que langue maternelle et l'espagnol en tant que langue étrangère, première langue étrangère, nous avions besoin d'un nombre minimum pour obtenir des résultats objectifs. Donc, le biologue qui m'a raccompagné pendant la thèse m'a dit que dans la science, la médecine, le nombre de sujets minimum est toujours 2. C'est pourquoi nous avons trouvé 2 personnes. Ils étaient des interprètes des conférences avec une licence ou master qui travaillaient déjà, c'est-à-dire ce n'étaient pas des étudiants. Nous avons pensé qu'il y aurait une différence importante entre l'activité cérébrale des étudiants et des interprètes professionnels. Donc, nous avons fait l'étude seulement avec des interprètes professionnels, avec les langues A et B, allemand et espagnol. Chacun a répondu à un petit questionnaire sur lequel ils nous racontaient leur expérience en mesuré en nombre de jours des conférences, pas des années, mais de nombre de jours. C'est-à-dire, c'est en suivant la suggérance de Pochhacker aussi. Ils ont dû répondre à la question si c'était gaucher ou droitier. Cela, je vais l'expliquer un peu après, mais c'était important de le savoir. Nous avions 3 personnes gauchers. Ils ont fait un test de localisation pour trouver leur centre linguistique dans leur cerveau. Voici, vous pouvez voir les caractéristiques des participants, des sujets. Vous pouvez voir que la plupart d'entre eux étaient des femmes et seulement 2 sujets ont été hommes. Mais en ce moment, en 2012, lorsque nous avons fait l'étude, nous ne connaissions pas encore aucune différence entre l'activité du cerveau entre les femmes et les hommes. Donc, la supposition a été que c'était le même. Donc, c'est pourquoi nous avons les 2 sexes dans le groupe des participants. Là où nous avons mis âge et B entre parenthèses, c'est-à-dire, vous pouvez voir que l'âge minimum était des 15 ans pour apprendre la langue étrangère, c'est-à-dire ils n'étaient pas des bilingues depuis leur enfance. Vous pouvez voir l'âge au moment de l'étude et l'expérience en jour des conférences. Il y a eu une très grande différence
entre les participants. Mais l'hypothèse était qu'après avoir fini la licence en interprétation, les sujets avaient suffisamment d'expérience pour interpréter. Donc, on a trouvé les données seulement pour des questions statistiques. Nous avons demandé s'ils ont fait la licence ou le master en interprétariat jusqu'à 2007, si je ne me trompe pas, était différente en Allemagne. Donc, c'est pourquoi c'était important de le savoir. Parce que la licence dure 5 ans et le master 2 ans. Donc, vous pouvez voir que la langue B de toutes était l'espagnol et nous avons demandé la langue C pour des questions statistiques seulement. La suivante. Alors, passons à la partie la plus intéressante, le corpus. Le corpus avait 2 parties, l'interprétation et le shadowing de l'allemand vers l'espagnol et la seconde partie de l'espagnol vers l'allemand. Au total, nous avons recherché 5 conditions à alterner. Par exemple, de 3 minutes, les interprètes devaient interpréter simultanément à voix haute. Et l'interprétation était enregistrée. La partie suivante consistait à interpréter simultanément, mais seulement mentalement, c'est-à-dire dans leur tête sans parler. La question suivante était faire du shadowing à voix haute, après shadowing mental, et finalement, simplement entendre l'enregistrement. Je vais expliquer un peu plus tard quel était l'objectif de choisir ces 5 conditions, mais vous pouvez poser vos questions. Passons à la suivante, les caractéristiques techniques. Comme vous pouvez le constater, les 2 parties de l'allemand vers l'espagnol et de l'espagnol vers l'allemand avaient plus ou moins la même durée, 43 minutes. Les 5 conditions que nous venons de voir se répétaient 4 fois. L'objectif était éviter l'accoutumance, la fatigue et la distorsion des données. Donc, afin de savoir quelles conditions elle devait suivre, il y avait un petit écran. Donc, vous pouvez voir les symboles qui apparaissent dans l'écran, sur l'écran. Tout d'abord, nous avons pensé à faire un signal auditif, mais finalement, nous avons décidé que cela pourrait causer une distraction. Donc, l'idée suivante était de simplement montrer le mot, interpréter, entendre, quoi que ce soit, faire du shadowing, etc. Néanmoins, cela se lie au langage et ça serait lié à un effort mental plus aigu. Donc, on a fait que montrer ces symboles. Les interprètes avaient reçu ces symboles une semaine avant, donc ils connaissaient la signification du symbole. Cela montrait un effort moindre. Donc, voilà les images que les interprètes voyaient. Vous pouvez voir Mariano Rajoy avec les symboles. Cela veut dire entendre simplement. C'est-à-dire, avec ces symboles, il ne devait qu'entendre. Comme d'habitude, lorsque nous changeons et ce n'est pas notre tour, nous entendons simplement. En bas, vous pouvez voir Joachim Gauck avec les microphones et les auriculaires. Donc,
avec cette image et ces symboles, les interprètes savaient déjà qu'elle devait interpréter à voix haute. Donc maintenant, nous avons des données techniques. Je vais les dire rapidement. Ce n'est pas si intéressant que les résultats, c'est simplement pour savoir quel type de technique on a utilisé pour la recherche. C'était un scanner Siemens de 3 Tesla. C'était une méthode non invasive, hein. Néanmoins, avant de commencer avec la recherche, nous avons envoyé une requête de révision éthique à la clinique. Après, on a utilisé une protection pour les oreilles parce que la machine avait des coups, avait un son, des claquements. Parfois, le son est très, très haut. Et bon, ils étaient pendant 1 heure là-dedans. Donc, ils avaient besoin d'une protection pour les oreilles. Et on a utilisé des auriculaires insonorisés avec des microphones pour enregistrer le shadowing et l'interprétation à haute voix. Après, vous le verrez un peu plus tard, mais il y avait une bobine autour de la tête qui mesurait l'activité du cerveau. Et avant de commencer, j'ai pensé que c'était très important que les interprètes avaient l'audio et bien sûr une image, une condition visuelle, c'est-à-dire une condition proche d'une conférence réelle, le plus proche possible. Donc, la suivante. Vous voyez notre première collègue qui a participé et je voudrais remercier vivement sa participation pendant cette recherche. Vous pouvez voir autour de la tête cette antenne, le microphone avec lesquels nous avons enregistré les shadowing et l'interprétation, les auriculaires et les miroirs pour voir l'image. Bien sûr, l'écran était en dehors de la salle parce que ça pourrait avoir des problèmes avec les champs magnétiques, mais avec les miroirs, ils pouvaient voir l'écran. Alors, cela en dehors du scanner, vous pouvez voir notre collègue. Nous avions une autre salle séparée avec une fenêtre, depuis laquelle nous pouvions voir l'orateur avec les miroirs. Le sujet pouvait voir l'écran. Et bien sûr, nous avons la console des contrôles. Pendant toute l'étude, nous avions un intercommunicateur pour interrompre à n'importe quel moment l'étude si elle voulait l'interrompre. Voilà l'orateur, hein, l'écran en dehors de la salle, mais elle pouvait voir l'orateur. Et maintenant, quelques détails techniques sur l'évaluation du résultat. Pour faire l'évaluation, nous avons utilisé les softwares SPM8 qui transforment chaque couche d'information pour faire une sorte d'espace en 3D. Je pense que je ne vais pas tout expliquer parce que c'est assez technique. Donc, c'est simplement pour que vous sachiez quelles étaient les étapes de l'évaluation. Ce qui est le plus intéressant est bien sûr la dernière partie, l'enregistrement et la transcription de l'enregistrement à haute voix. Pour le soutenement de thèse, était très important de démontrer
qu'il y a eu une interprétation et pour comparer en quelles minutes, à cause du décalage, elles ont commencé à faire du shadowing, à faire de l'interprétation. Donc, avec l'enregistrement, on a mesuré exactement quelles étaient les aires du cerveau. Donc, la suivante. Maintenant, ça fait partie de l'évaluation. Il faut que j'avoue que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai travaillé avec un biologue qui m'a aidé avec l'évaluation du résultat. Mais ce que je pense que le plus important est le model specification, c'est-à-dire la spécification du modèle. Avant de faire l'étude, nous faisons une modèle a priori pour savoir si cela va fonctionner et après, on va comparer avec l'enregistrement de la performance à haute voix. La suivante. Oui, merci. Comme je l'ai dit, nous avions 3 personnes gauchers. Nous savons déjà que les langages se trouvent dans l'hémisphère gauche, dans 96% des droitiers et 70% des gauchers. Mais il y a 4% des gauchers, le langage se trouve dans l'hémisphère droit. Donc, c'était très important de faire les tests pour obtenir les résultats nécessaires. Voilà les résultats de 3 sujets gauchers avec lesquels nous avons trouvé qu'ils avaient cette partie de l'hémisphère. Voici ce que voyaient les participants sur l'écran. Ce test a été développé par le docteur Crick, le biologiste qui a accompagné ma thèse. Les participants voyaient sur l'écran une après l'autre. J'en ai ici les 2 images. Ils voyaient soit une, soit l'autre. Par exemple, dans ce cas, un objet ou un fruit, la pomme, la pomme. Et pour l'autre cas, seulement une image. Et dans ce cas, il devait dire à voix haute blablabla. Tout simplement, cela voulait dire qu'il ne s'agissait ni d'un animal, ni d'un fruit, ni d'une légume. Donc, et ceci, il devait le nommer dans leur maternelle, dans ce cas, l'allemand. Dans cette image, vous pouvez voir la comparaison entre l'interprétation simultanée mentale et le shadowing mental par rapport à l'écoute. Ici, vous pouvez voir le résultat sont la procédure d'insu de Wernicke et Broca et qui souligne la différence entre l'activation neuronale entre l'interprétation simultanée et le shadowing. C'est-à-dire à droite, vous pouvez voir le shadowing et à gauche, l'interprétation simultanée. Ce qui est surprenant au premier coup de vue, c'est que beaucoup plus de zones vont être activées. Bon, c'est-à-dire les parties jaunes indiquent une activation plus importante et les parties en rouge sont les zones à faible activation. Tant que
Pour l'interprétation simultanée, nous avons moins de zones, mais pourtant avec une activation plus importante. Vous pouvez voir aussi une activation visible des domaines, des zones liées au langage, comme par exemple ici, du lobule pariétal inférieur gauche. Vous pouvez voir la tournure angulaire pendant le shadowing, mais le même n'est pas présent lors de l'interprétation simultanée, ce qui veut dire et nous allons voir ceci en détail dans les images suivantes. C'était le contraire à ce que nous attendions parce que l'interprétation concerne la langue, le langage. Pourtant, ce n'est pas ce qui nous demande le plus d'énergie. Nous allons voir cela dans une autre image. Sur cette image, vous pouvez voir les deux conditions, l'interprétation simultanée et le shadowing, disons ensemble dans une seule image pour revoir les contrastes. Les zones en jaune indiquent l'activité neuronale pour les conditions de shadowing. Vous pouvez aussi voir qu'il y a davantage de zones que l'on va demander pour le shadowing. En rouge, l'activité neuronale lors de l'interprétation simultanée. Les zones orange, c'est où nous allons avoir un chevauchement de l'activité neuronale. Donc, la conclusion est que même si la tâche de l'interprétation simultanée a activé des zones pertinentes pour le langage par rapport à la tâche du contrôle écoute, la même zone n'ont montré aucune activation supplémentaire par rapport au shadowing. Toutefois, pour le contraste montré, on a ajouté les deux directions linguistiques. Donc ici, par exemple, nous avons en jaune le shadowing en espagnol, tout en espagnol comme en allemand. Ce sont les deux et l'interprétation de l'allemand vers l'espagnol et de l'espagnol vers l'allemand également. D'accord. Ici, sur cette image, nous avons comparé les deux directions linguistiques qui étaient l'une des hypothèses de l'étude, et allemand-espagnol et espagnol-allemand. Et donnez-moi une seconde. Revenons à l'image précédente, s'il vous plaît. Les zones qui ont été activées le plus lors de l'interprétation simultanée de l'allemand vers l'espagnol sont en rouge. Ici, le bleu indique la direction linguistique de l'espagnol vers l'allemand pendant l'interprétation simultanée vers l'espagnol. Les zones motrices ont été les plus activées. Voilà ce qui est le résultat le plus intéressant. Pour les directions inverses, c'est-à-dire de l'espagnol vers l'allemand, nous avons eu la prédominance de l'activation du côté droite du lobe temporal inférieur. Donc, les deux directions linguistiques pour l'interprétation simultanée donne lieu au recrutement de différents foyers lorsqu'on mène une tâche mentale qui est similaire au niveau extérieur. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que lorsque nous interprétons à partir de notre langue maternelle vers la langue étrangère ou langue B, ce qui nécessite le plus d'énergie à notre cerveau est l'articulation, c'est-à-dire la phonétique dans la langue étrangère. Ceci a été vérifié pour le shadowing également, mais seulement pour la tâche écoute. Et pour nous, ceci a été quelque chose de surprenant parce que nous nous attendions à rencontrer une activation neuronale pour les zones de grammaire ou de voir comment les interprètes cherchaient le bon mot. Mais il s'est trouvé que
la composante la plus stressante pour notre cerveau lorsque nous interprétons, c'est la prononciation, c'est l'articulation correcte dans la langue étrangère. Et bon, pour nous, ceci était le plus surprenant, quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas, mais cela faisait partie de nos hypothèses. Donc voilà, grosso modo, mon étude. Nous pouvons passer maintenant à la diapositive suivante, parce que moi, je voudrais présenter également les personnes qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé pour la réalisation de ce projet. D'abord, la professeure Dorothée Andrés, qui a été ma superviseure d'Hermes Hyman, qui m'a beaucoup aidé parce que elle a été très contente de voir que j'allais travailler sur ce sujet. Donc, elle a décidé de m'accompagner, le professeur Wright et le professeur Crick de l'hôpital, du centre hospitalier universitaire de La Sarre, qui ont mis à ma disposition toutes les techniques, le scanner, et le docteur Crick m'a accompagné tous les week-ends pour les tests. Et ensuite, il m'a aussi aidé beaucoup pour l'évaluation des résultats. Bien sûr, malheureusement, à cause de la protection des données confidentielles, je ne peux pas nommer les interprètes qui ont pris part à l'étude. Pour autant, sans eux, cette étude euh, n'aurait pas pu être une réalité, mais je leur remercie énormément. Aussi les amis et les collègues de l'Université de Vermesheim qui m'ont aidé financièrement pour les frais de déplacement des participants parce qu'ils venaient de partout en Allemagne. Et bon, à la fin, diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà une liste brève de la bibliographie. J'ai choisi l'un des livres qui m'a aidé le plus. Beaucoup de ces livres se trouvent aussi en anglais ou seront traduits en anglais. Et ici, vous pouvez voir également le blog de ma collègue Yana Rutten. Elle a écrit sur son blog par rapport à l'étude. Je peux la nommer parce qu'elle a participé tout à l'étude de ma thèse comme à l'étude de ma thèse de licence, tout comme à l'étude de ma thèse de doctorat. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bon, encore un peu plus de bibliographie. Et bon, merci beaucoup de votre attention et merci de m'avoir invité et de m'avoir écouté. Et maintenant, je suis à votre disposition pour vos questions. Quelle présentation merveilleuse, Elisa. Merci mille. Vous avez très bien fait. Vous avez vu comme vous n'avez de quoi être nerveuse. Quelle présentation splendide, Magali. Est-ce que vous pourriez désactiver votre caméra? Merci. Bon, nous avons beaucoup de questions bon, par rapport à votre présentation. Tania, est-ce que tu les aurais à main pour les présenter? Oui, bien sûr. Nous avons aussi la possibilité, vous pouvez les écrire dans le chat et Tania va les présenter tout comme Laurinia. Et si quelqu'un partageait un commentaire, veuillez bien lever la main pour que nous vous donnions la parole, pour que vous puissiez le faire directement avec votre caméra. Alors, Hilda, oui, j'ai activé ma caméra exprès.
Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation d'Elie. Merci énormément pour votre temps et pour cette étude qui nous manquait énormément. Et en fait, l'une des choses que j'ai trouvé très intéressante a été la différence. Désolé, mais je crois que je n'entends plus la question. Moi, oui, je l'entendais bien. Élie, est-ce que vous m'entendez? Élie, vous m'entendez? Je crois que c'est Élie qui a des problèmes de connexion. Bonjour. Oui, nous vous entendons bien, Hilda, mais je crois que c'est Elisa qui avait des problèmes de connexion à cause de la météo en Allemagne. Ça, il y a même pris un peu de temps pour nous rejoindre. D'accord, alors nous attendons. Merci beaucoup. Nous avons eu un record de 290 participants. Alice. Elisa, vous m'entendez maintenant? Oui, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois. Oui, la météo, le Wi-Fi. Ta question, Hilda. Oui, moi, je vous disais que j'ai trouvé très intéressant la partie de l'activation des différentes zones du cerveau, soit avec le shadowing, soit avec l'interprétation, surtout parce que dernièrement, l'une des choses que nous avons apprises, ceux qui enseignants, c'est que le shadowing est un exercice antididactique pour l'interprétation parce que cela n'engage pas le traitement des informations et c'est plutôt de la répétition. Voilà ma question. Alors, est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui pourrait vérifier le fait que le shadowing du fait qu'il ne s'agit pas d'un exercice de traitement des informations implique un effort plus important du fait que nous ne faisons que répéter au lieu de traiter les informations. Non, nous n'avons pas investigué dans cette direction. Pourtant, je crois que oui, nous pouvons utiliser le shadowing comme un exercice pour l'interprétation bon, par rapport à l'articulation. Je ne sais pas comment les différentes universités, moi, je n'étudiais qu'en Allemagne, en Bulgarie, un peu au Venezuela, donc moi, je ne connais pas toutes les universités de la planète, mais euh, celle où j'ai étudié, on n'avait pas de cours de phonétique. On entendait que bon, c'était à nous d'étudier la phonétique. Nous, cela revenait à nous de le faire. Et ce que nous avons vu pour les résultats, c'est que l'articulation est ce qui nécessite un effort plus important de la part de notre cerveau. Alors, si moi je ne pratique quelque chose, cela va me demander davantage d'efforts parce que moi, je vais en avoir moins de ressources, par exemple, pour un discours très technique, parce que moi aussi, j'ai enseigné. Donc, ma conclusion est que le shadowing, oui, il va beaucoup aider. Bien sûr, il ne faut pas le confondre avec l'interprétation, nous ne pouvons pas le faire tout le temps. Mais, par exemple, si je vais interpréter demain ou dans 2 semaines, je vais travailler avec des Colombiens. Et donc, ce que je vais faire de mon côté, c'est de pratiquer le shadowing de l'espagnol colombien, tout simplement pour m'habituer et pour avoir davantage de ressources plus tard pour le contenu de leur présentation. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Non, non. Du fait que vous faisiez la comparaison, bon, moi, j'aurais pensé, qu'est-ce qui se passe si, bon, vous parliez de la combinaison allemand-espagnol, mais qu'est-ce qui se passe avec des combinaisons différentes, par exemple, le chinois et français ou chinois-turc, on a des langues très différentes. Peut-être d'autres choses se passeraient entre l'exercice du shadowing et l'exercice de l'interprétant qui ne sont pas égaux, comme vous l'avez bien dit, non? Mais alors, est-ce qu'on on peut utiliser le shadowing pour la fluidité, pour l'articulation, mais pas pour le processus d'interprétation tel quel? Voilà ce que je voulais dire. Oui, merci beaucoup. Et c'est une question que l'on m'a posée également quelque part d'autre. Je voulais faire une d'une autre école, Georgetown, où le shadowing était utilisé comme exercice pour peaufiner la langue B et sa prononciation. Voilà, bah, c'est l'école où j'ai étudié. Ce n'était précisément pour répéter, mais pour améliorer
Voilà, tu as dit Kelly. Merci beaucoup, Ileda, pour ta question. Tania, est-ce que nous avons d'autres questions? Je crois dans le chat, oui. L'une des questions que l'on nous a posées, Elisa, c'est que elle est très intéressante, bien sûr, mais et aussi on vous remercie, mais on vous demande si on a considéré le fait de la position, le fait d'avoir une position couchée dans l'étude comme une limite pour un bon exercice de l'activité. Oui, nous l'avons considéré. C'est pour cela que nous avons eu différents filtres. Donc, euh, il y a d'autres études qui ont été examinées. L'activation neuronale, par exemple, lorsque nous marchons, lorsque nous parlons, et aussi nous avons utilisé des filtres pour le mouvement, pour la partie motrice faciale, parce que bien sûr, le cerveau est toujours actif, et pour cela, il nous a fallu des filtres. D'accord, oui, nous avons d'autres questions, je crois. Oui, on nous pose la question si l'on a considéré que le cerveau a pu avoir une prédisposition différente à la situation ordinaire d'interprétation, parce que les interprètes savaient qu'ils étaient sujets d'une étude, d'une recherche. Non, ce n'est pas quelque chose que nous avons considéré. C'est pour cela que nous avons utilisé les enregistrements pour être sûrs qu'ils étaient vraiment en train d'interpréter. Ce n'était pour contrôler la qualité de l'interprétation, mais tout simplement pour comparer si, par exemple, dans ce moment, Mariano Rajoy dit Buenos dias, l'interprète en allemand, il dit quoi? Ou peut-être que l'interprète en allemand se trouve déjà en train d'interpréter la phrase suivante. Et voilà, nous avons l'autre question. Si vous aviez mesuré la qualité de l'interprétation à un moment donné, voyant considérant les différentes activations au niveau cérébral, et donc des résultats très intéressants. Mais on voulait savoir si on avait mesuré la précision de l'interprétation ou si c'était tout simplement de savoir qui c'était en train d'interpréter. Non, nous ne l'avons pas fait. C'était quelque chose que l'on a fait exprès. Et je l'ai promis à mes collègues pour qu'ils ne se sentaient pas dans son examen, et pour qu'ils se sentaient plutôt dans une cabine, parce qu'en cabine, personne ne nous enregistre, bon, dans la plupart des cas, bien sûr, mais c'était mon engagement avec, mon compromis avec mes collègues. Parfait. Et aussi, on nous demande si vous pourriez partager les informations de la les informations que nous avons, beaucoup de personnes voudraient l'avoir par écrit, parce que bien sûr, il s'agit de beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc, on nous demande si nous pourrions partager un lien, aller à la thèse. Moi, je vous invite à visiter le site de la docteure Elisa Caldron. Et là, vous pouvez trouver ces études. Quelques-unes se trouvent en allemand, mais il est important de les réviser parce qu'il y a beaucoup de matériel ici. De Corpus Christi, Samsung nous écrit parce qu'il n'a pas son nom, il s'appelle Samsung. Alors, il nous demande aussi, on n'a pas considéré de faire une étude de ce type, mais avec l'interprétation consécutive. Non, ceci est impossible avec la résonance magnétique parce qu'on ne peut pas entrer dans le scanner avec quelque chose à écrire. Je crois que ce n'est pas encore possible, mais quelque chose que moi je voudrais faire, et à ce moment, j'aurais bien aimé le faire, et par exemple de comparer le même discours, les mêmes orateurs, pourtant des interprètes de langue maternelle espagnole et avec la langue B allemand, et comparer les résultats pour voir si les mêmes zones étaient activées. Ceci serait intéressant. Avec la consécutive, je ne pourrais pas l'imaginer comment on va le faire parce que c'est déjà, il y a beaucoup de mouvements de la corporelle, donc ceci pourrait falsifier les résultats. Donc, dans ce cas, nous les avions non, leur avions demandé de ne pas du tout bouger. Donc, cela fait partie des résultats, bien sûr, en cabine. Bon, voilà, bon, nous bougeons beaucoup et les mains. C'est pour ça qu'ils avaient l'antenne, les écouteurs pour qu'ils ne bougent pas. Donc, voilà, je crois qu'avec la consécutive, ceci ne serait pas possible. Nous avons plusieurs personnes. Si vous voulez faire des questions, poser des questions, allez-y. Et pendant la présentation, nous avions une question. Si le niveau d'activation neuronale était similaire pendant le shadowing et la simultanée, ou si c'est plus concentré.
Je pense que j'ai entendu des voix. Désolé, il y a quelqu'un qui a le micro allumé. Vous pouvez répéter? Oui, si comme partie des résultats à propos de l'activation neuronale, en comparaison entre la simultanée et le shadowing, si nous pouvons dire que la concentration est plus active dans la simultanée. Non, généralement non, mais comme vous pouvez constater dans l'image numéro 2, il y a plusieurs zones qui s'activent pendant l'interprétation simultanée. On pensait que tout le cerveau s'est réactivé, mais en fait, très peu des zones ont été activées, mais avec une intensité très, très importante. Tandis que pour les shadowing, il y avait une intensité un peu moindre. Mais ce que nous pensons est que les interprètes sont accoutumés à interpréter et n'est pas à faire du shadowing. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Cela requiert un effort plus grand. Nous avons beaucoup de questions, vraiment. Depuis Bogota, nous avons questions. Quelles suggérences pourraient être utilisées à partir de ces études pour l'académie, la partie académique? Bon, faire du shadowing, pratiquer tout le temps, pratiquer la phonétique et la prononciation de la langue B. Oui, pratiquer activement la prononciation. Et votre espagnol est franchement magnifique. Magnifique, c'est wunderbar. Oui, peut-être nous pouvons passer aux questions des personnes qui ont levé la main. Nous avons quelques questions du chat. Et moi, je ne vois aucune main levée. Georgiane, oui, merci. Merci énormément. Allumez votre caméra, s'il vous plaît. Non. Voilà, voilà. Voilà qui est mieux. Merci énormément aux organisateurs, organisatrices, et bien sûr à Elissa de votre recherche si professionnelle. Moi, je suis interprète des conférences, je suis linguiste. Et moi, ça m'intéresse pour, euh, pour les interprètes, le coordinate bilingualisme et les compound bilingualisme, les bilinguismes composés. Je sais que ce n'est pas vraiment le noyau de votre étude, mais vous mentionnez les facteurs de l'âge et je pense que vous, vous parlez de l'apprentissage de la langue, de l'âge où l'on a appris. Donc, un peu de contexte. Lorsque je étais la directrice de la licence d'interprétation ici au Mexique, à l'ICIT, je devais faire les entretiens, faire les examens d'admission et plusieurs candidats avaient eu des contextes, des antécédents excellents. Ils étaient bilingues complètement et nous pensions, bon, ça va être facile. Mais pauvres des gens, tant pis pour les gens qui ont dû apprendre la langue étrangère après. Et nous pensions, on ne va jamais le faire. Mais après, je fais le master en sociolinguistique et j'ai découvert qu'il y a deux théories. Le bilinguisme composé, c'est-à-dire que l'on acquiert deux langues, les deux langues maternelles ou les deux langues avant l'âge des 6 ans. Et l'autre bilinguisme est lié peut-être à l'acquisition de la langue maternelle et l'apprentissage de la langue étrangère. Donc, tant pis pour eux, non? Mais non, finalement, on a découvert 3, 4 ans plus tard que fréquemment, les personnes qui ont fait l'effort conscient avaient une meilleure compétence, une meilleure performance que les personnes qui ont eu les langues maternelles, les deux langues maternelles.
Les bilingues composés avaient les deux langues en même temps, comme c'est comme la colonne vertébrale, et ils ne pouvaient pas les séparer. Mais les bilingues coordonnés, puisqu'ils ont appris les langues dans deux moments différents, pouvaient interpréter plus facilement. Je sais parfaitement que ce n'est pas vraiment le point de votre recherche, mais je voudrais vous entendre votre opinion. Oui, c'est un sujet assez ample. Je pense qu'il y a plein de théories sur le bilinguisme, la définition de bilingue. Donc, pour l'étude, j'ai dû prendre une décision. Quelle définition de bilinguisme on devrait utiliser pour l'étude? Et la définition que n'a rien de scientifique, c'est simplement que j'ai lu toutes les théories et j'ai dit, bon, voilà la définition qui me convainc le plus, qui m'aide pour mon étude. Et je pense que bilingue, une personne bilingue peut être soit une personne qui est dans un collège allemand au Mexique, donc ils utilisent le même vocabulaire. Et à partir de cela, pour moi, les personnes non bilingues seraient des personnes nées, formées en Allemagne, qui ont appris l'espagnol simplement en tant que langue étrangère. Donc, comment on peut décider? Ce serait très intéressant faire la même recherche, le même discours, mais avec des personnes bilingues, des interprètes complètement bilingues. Peut-on faire tout cela? Nous ne savons pas. Merci, Georges. Et maintenant, nous avons Magdalena Gomez. Bon après-midi. Bonjour à tous, nous sommes des interprètes. Je suis Hernando Herrera. Moi, d'abord, j'étais médecin et maintenant je suis interprète. Je voulais poser des questions à propos de la résonance magnétique. Je comprends que la résonance magnétique est capable de détecter lorsqu'il y a des différences dans un groupe de neurones qui est plutôt beaucoup plus actif qu'un autre groupe de neurones. Moi, je penserais euh, que faire du shadowing en temps est beaucoup moins fatigant qu'interpréter. C'est un peu différent à ce que vous avez montré comme résultat, non? Que vous avez vu l'activation de tous les cerveaux. Donc, peut-être vous devriez mesurer d'autres paramètres comme la fréquence cardiaque, le débit sanguin, etc., etc., pour savoir qu'est-ce que consomme le plus d'énergie. Ou peut-être vous l'avez pensé déjà. Je ne sais pas ce que vous pensez, docteur. Oui, oui, nous savons penser à tout. Le stress, nous avions des questions à propos du stress, etc. Parce que, pour ainsi le dire, c'était simplement une thèse de doctorat. Et moi, je travaillais dans la clinique et pas à l'université, donc j'ai dû réduire au minimum possible. J'aurais aimé faire une recherche beaucoup plus approfondie, mais aussi à propos des questions financières. C'était compliqué et nous avions dû décider qu'est-ce qui était le plus important pour faire la base des études futures. Je pense que c'était la troisième conception. Nous avons dû éliminer d'autres. Et par exemple, l'interprétation mentale, l'interprétation à haute voix, c'était le travail de plusieurs années. Tout d'abord, nous avions décidé d'enregistrer tout, mais s'ils bougent, leur bouche tout le temps, ce serait très difficile de voir des autres activités du cerveau. Donc, on a ajouté les tâches d'entendre les discours pour processer le langage, mais sans mouvoir la bouche.
Donc, on a dû écarter, exclure plusieurs tâches qu'on aurait bien aimé de rechercher. Et peut-être avec un EEG, quoi que ce soit, non? Oui, ça a été déjà fait à Vienne. C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser l'IRM. Je ne savais pas ça. Peut-être vous pourriez nous dire un peu plus à propos de ces recherches. C'est en Allemagne, c'est une recherche de Ingrid Kurz. Moi, je le livre et je peux vous envoyer tout cela. Donc maintenant, Estela Moran. Bonjour, je voulais vous poser une toute petite question. Vous avez montré que dans l'interprétation vers la langue B, il y a une activation plus large de la question motrice, c'est-à-dire plus de fatigue parce qu'il y a un chemin périphérique heuristique et le cerveau ne se fatigue tant. Oui, c'est possible. La conclusion que nous avons obtenue est comme on l'expliquait. Bon, vous savez que si nous apprenons une langue à un âge plus avancé, nous savons toujours l'accent. Et pour nous, c'était l'explication. Bien sûr, les interprètes sont conscients qu'il faut bien prononcer et que dans la langue étrangère, nous ne prononçons euh, de la même manière que nous le faisons dans la langue maternelle. Donc, c'est pourquoi nous devons faire un effort. C'est très intéressant, cette question, parce que, par exemple, à l'école, on disait que travailler de la langue A vers la langue B était beaucoup plus facile parce que vous entendez et vous comprenez tout. Et dans le cas de l'accent de l'Amérique latine, plusieurs interprètes ont un accent beaucoup plus correct dans la langue B parce que l'espagnol latino-américain a plusieurs accents, plusieurs variations. Donc, c'est très intéressant. Il faut pratiquer et voir bien l'électrocardiogramme, ça serait intéressant. Qui suis Ernesto? Oui, je pense on devrait penser à la signification de plus facile. Peut-être vous voulez dire on comprend mieux, mais pour transformer, pour produire, c'est compliqué. Ernesto, c'est bien de vous voir. Hein. Ernesto est le président du Collège mexicain d'interprètes des conférences. Et donc, en représentation du collège, nous vous saluons. Merci, merci énormément aux organisateurs de cet événement. En ce moment, je ne fais que entendre cette merveilleuse présentation et j'espère que vous allez continuer. Mais j'ai une toute petite question. On n'entend pas très bien votre micro. Ah, comme ça, c'est mieux? Oui, oui, parfait. Désolé. Moi, j'ai une question à propos des résultats. Je pense que les résultats sont complètement différents du sens commun que nous savons, y compris vous, à propos de ce que nous pensons qu'on trouverait sur la légende, à propos de comment les interprètes travaillent, comment nos cerveaux travaillent. Parce que oui, nous entendons, nous parlons en même temps, nous processons théoriquement dans les deux hémisphères du cerveau, mais finalement, il y a une grande intensité de l'activité, mais pas ce que nous attendions, avec les shadowing, par exemple. Cela me surprend beaucoup.
Je ne sais pas si avec l'électroencéphalogramme que vous avez déjà mentionné, peut-être les études qui ont été faites à Vienne démontraient qu'il y avait plusieurs mouvements cérébraux dans les interprètes qui, à propos du travail des autres professions. Mais vous attribuez cette différence à quoi? Ou quelle différence? La différence entre les légers, le EEG et l'IRM. Bon, ce sont des méthodes très différentes. Donc, puisque nous avons fait déjà une étude avec les EEG, je dis, bon, il faut le faire avec une autre méthode pour voir si les résultats changé. Et de l'autre côté, Dr. Crick m'avait déjà aidé. Il travaille avec la résonance magnétique, donc c'était le plus facile. La technique, la clinique était proche de la ville où j'habitais, et donc c'était ça, la raison. Mais je pense que l'étude d'Ingrid Kurtz, ils ont fait simplement l'interprétation mentale. Il n'y avait rien à haute voix, donc ils devaient faire confiance aux interprètes parce qu'il n'y a eu aucun contrôle. Les résultats ont été comparés, mais il n'y avait pas de contrôle. Merci Ernesto. Nous avons 13 minutes de temps d'Elisa. Maintenant, nous avons les liens sur les chats de Ingrid Kurtz. Pour accéder à la recherche de Ingrid Kurtz, y a-t-il quelque chose, Tania? Oui. Maintenant, nous avons une question parmi d'autres. Et il faudrait faire, bien sûr, la portée de l'étude devait être beaucoup plus justifiée. Je pense que nous sommes tous curieux et bien sûr, il y a beaucoup de questions. Mais maintenant, il y a une question à propos de si vous avez considéré pour les processus de shadowing, si la phonétique, la sémantique, ou quelle partie était la plus forte, la plus importante en comparaison avec la simultanée, si vous savez considérer ces aspects. Oui, c'est le plus surprenant dans chacun des conditions, c'est-à-dire interprétation à haute voix, interprétation mentale, shadowing à voix haute, shadowing mental, et simplement entendre dans chaque des 5 conditions, la partie neuronale la plus active était toujours celle qui correspond à la phonétique. Et à partir de cela, on a conclu que cela prend le plus d'efforts. En plus, simplement entendre en espagnol, disons, cela active la zone de la phonétique. Pour finir, nous avons d'autres questions, mais nous n'aurons pas le temps d'y répondre. Mais voilà un récapitulatif des résultats que tu as eus, qui sont exactement les ondes du cerveau, selon ce que vous avez vu, qui s'engagent dans l'interprétation. Il y a d'autres études qui montrent qu'il s'agit de cortex préfrontal, qu'il s'agit d'une zone de coordination, mais vous spécifiquement, quelles sont les zones qui ont présenté le plus d'activité? Pour l'interprétation ou pour un... Oui, on nous demande spécifiquement pour l'interprétation simultanée, mais peut-être qu'on pourrait avoir les deux pour bien clore cette... oui, je vais jeter un... Eh ben, si vous pourriez montrer mon diaporama pour que je puisse y jeter un coup d'œil. Tania, est-ce que tu es là à portée de main? Est-ce que c'est celle-ci ou c'est une autre?
Elisa, est-ce que c'est la bonne diapositive? Votre microphone est désactivé, Elie. Désolé. Je crois que je suis un peu fatigué déjà. Oui, nous comprenons bien. Ne vous inquiétez pas. Bon, ici, comme vous pouvez bien voir, en jaune, c'est le lobule frontal. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas ce qui se trouve en jaune, mais ce que nous voyons à droite. Voilà la partie de l'articulation. Lorsque nous avons trouvé ce résultat, c'est quelque chose qui attire le plus notre attention parce que c'était tellement surprenant parce que nous arrêtons de comparer le shadowing et l'interprétation, mais là, nous avons dit pourquoi l'articulation, d'où vient-elle? Alors, nous nous sommes concentrés plus sur ce résultat. Oui. Mais je crois que c'était la tournure angulaire, si je ne me trompe pas, qui est le plus actif pour l'interprétation. Si j'ai bien compris, donc le stress le plus important se trouve au niveau du cerveau pour essayer de comprendre un mauvais accent de la langue ou à partir de laquelle on interprète, et ça aussi, mais également le traitement des informations dans la langue B. Oui, voilà. D'accord. Et nous l'avons vu parce que nous avions eu Mariano Rajoy. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà entendu parler, mais vous savez de quoi je parle. Oui, exactement. Merci, Tony, pour le sourire. Quelqu'un d'autre aurait d'autres questions parce que nous n'avons plus de temps qu'Elisa nous a accordé. Notre chère Elika Caltron, quelqu'un d'autre a des questions? Luz Amelia, je vois que vous avez une question. Allez-y. Non, non, c'était seulement pour vous féliciter. J'applaudissais. Ah, je croyais que c'était une question. Non, non, c'était des applaudissements. Lorena, oui, maintenant, nous pouvons avoir les remerciements parce que nos interprètes ont fait un travail formidable, hein. Et moi aussi, je les applaudis. Moi, je voudrais leur demander d'allumer vos caméras pour les présidents de Lorena, de Rincon de l'Angel, qui seraient les autres? Bonjour Esther. Euh, En cabine d'espagnol-anglais, nous avons eu Lorena Rincon, Lorena de la Vega et Ana Cortés. En langue de cinéma mexicaine, Luz Magali Guzmán Valle, Ángel de Jesús de la Parra et Emi Martínez Ortiga. En cabine français, nous avons eu Guillermo Casillas et Roberto Sanchez. Et en portugais, nous avons eu Marcela de Sousa et Gabriela Clefi. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci mille. Et à notre super assistante, oui, bien sûr. Hélène, merci beaucoup de nous avoir soutenus, comme d'habitude, et pour tout ce que tu fais dans les coulisses et tout ce que tu fais pour notre association. Merci beaucoup. Si vous me permettez, merci beaucoup de mon côté aux interprètes. Parfois, je jetais un coup d'œil dans le chat si je parlais très vite. J'espère que ce ne fut pas le cas. Et si ce fut le cas, désolé. Mais du fait que j'étais tellement nerveuse parfois, non, non, ne vous inquiétez pas, sinon moi je vous aurais dit euh, lentement que que j'ai hâte. Élie, je n'ai plus rien qu'à vous remercier de votre disponibilité. Je sais qu'il s'agit d'un sujet très difficile et comme de bons interprètes qui nous mettons à analyser tout en profondeur et nous ne sommes jamais satisfaits, nous voulons toujours faire de mieux. Je crois que votre présentation a été extraordinaire. C'est pour cela que depuis que je vous ai entendu la donner, je vous ai invité. Nous avons beaucoup de travail à faire. Désormais, nous pourrions même programmer un électrocardiogramme lorsque nous interprétons. Nous pourrions faire cela. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pourrions planifier. Il y a beaucoup d'études que nous devrions faire, je crois. Il y a des études qui nous manquent, tout comme les traducteurs analysent, étudient tout le temps. Nous aussi, nous devons travailler avec tout le corps humain lorsque nous sommes en direct. Et il serait important de mener une étude pour voir comment nous pouvons
utiliser le scanner pour l'interprétation à distance. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous interprétez sur des plateformes qui sont complètement différentes? Bon, c'était ça, une sorte d'interprétation à distance parce que nous avions des choses sur l'écran, donc, et du fait qu'il y a tant de personnes de partout dans le monde, je crois, moi, je voudrais vous offrir, si quelqu'un voudrait mener une étude similaire pour partager la conception, comme l'une de nos collègues le disait, nous pourrions comparer l'espagnol avec le chinois ou d'autres langues pour voir si nous allons obtenir les mêmes résultats. Donc, si quelqu'un serait intéressé à le faire, moi, je suis prête à vous partager la conception et prête à vous expliquer pourquoi nous avons les choses de la façon dans laquelle nous avons faites. Moi, oui, moi, j'ai dû interpréter en position de coucher. Je crois que beaucoup d'autres l'ont déjà fait. Donc oui, c'est quelque chose de réel. Gabriela Cliffy, merci. Obrigado, comme on dit en portugais. Nous avons, je ne vois pas Marcel, notre autre interprète portugais, Marcel, qui interprète depuis Brasilia, qui a assuré l'interprétation pour nous. Lorena de la Vega en anglais, merci énormément. Lorena, les interprètes de signes, merci beaucoup. Et qui nous manque les interprètes de français. Guillaume, tu étais fantastique. Merci beaucoup. Roberto également, j'ai adoré l'interprétation que vous avez assurée. Et bon, il ne me reste que vous demander une faveur. Activez vos caméras pour la photo officielle et des applaudissements en langue de signes qui est comme ça. Et tout le monde, allumez votre caméra pour que nous nous voyons. Merci. Ça y est. Ça y est. Une dernière photo, une dernière. Merci. Magdalena, tu n'as pas activé ta caméra et Sergio Lacan non plus et Thérèse sa iPad. Bon, extraordinaire. Nous aurons ceci bientôt sur notre chaîne. Nous allons l'avoir dans les 4 langues dans lesquelles nous avons travaillé. Il s'agit d'un effort de notre côté, l'Association mexicaine d'interprètes de conférences qui travaille en collaboration avec la FIT Amérique du Nord. Et je voudrais saluer les organisations sœurs, l'OMT d'Amérique du Nord, la METLI et l'Université intercontinentale. Mille merci à toutes elles pour leur participation et leur aide et à notre président Ernesto Zavala et notre vice-présidente Alma Lasso. Merci mille de continuer avec cet effort, je vous demande. Voilà nos adresses, email. Le sujet suivant sera donné par le président de la FIT Amérique du Nord sur l'intelligence artificielle ami ennemi des interprètes. Donc voilà notre prochaine réunion. Je n'ai pas la date à portée de la main, mais ce sera en juin et nous allons vous alerter à temps. Dites-nous ce dont vous avez besoin. Je voudrais profiter du fait que j'ai Marcela en face de moi. Nous avons eu une présentation par Nuremberg Eugen extraordinaire avec une quantité de participants considérable. Plus de 300 participants élus de partout dans le monde qui sont venus vous écouter. Alors, je suis encore très nerveux, Non, non. Et je vous félicite pour votre merveilleux espagnol. Je crois que je vous l'avais déjà dit avant. Alors, Laurinia et Tania, nous pouvons clore maintenant. Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, ce fut un grand plaisir pour moi. Mille merci. Si vous pouvez m'envoyer les liens pour les sessions suivantes, ce serait génial. J'aimerais prendre part. Et bien sûr, nous allons vous envoyer le lien des enregistrements pour que vous l'ayez. Et je remercie tous et toutes nos collègues de la FIT Amérique latine. Vous savez que la FIT Amérique du Nord à travers la CIMIC. Bon, vous êtes toujours les bienvenus avec nous. Guatemala, Honduras, Argentine, Équateur, Pérou, tous qui se sont joints à nous. Merci énormément. Le Mexique vous accueille les bras ouverts, ou en tout cas avec l'Internet ouvert. Merci. La meilleure conférence de toutes. Merci énormément. Merci à tous et à toutes.
Merci à tous et à toutes. Merci, Elie. Danke sehr. Je vous en prie, bonne journée au Mexique. Pour nous, c'est bonne nuit. Bonne journée.